Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à votre région. Deux grands titres dans cette édition. Tout d'abord, les services DLR. Vous en connaissez peut-être certains, mais les connaissez-vous tous? Ils sont à votre disposition et vous pouvez en bénéficier. Nous allons en faire un tour exhaustif. Un invité dans ce journal, Nicolas Bouzou, économiste. Il est en direct avec nous depuis le Pullman Bercy-Paris. Il viendra simplement dresser le diagnostic économique national et régional pour chacune de vos régions. Une question pour commencer cette édition spéciale. Pourquoi un journal particulièrement destiné à l'économie de vos régions cette année? Hervé Rébolo est en train de remonter l'allée des bureaux du DLR ici à Noisy-le-Grand et dans quelques instants il nous l'expliquera. Simplement, habituellement, ce sont les collaboratrices, ce sont les collaborateurs du DLR qui vont à votre rencontre. Hervé, bonjour. Bonjour Thierry. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Dites-nous, pourquoi cette édition spéciale? Eh bien, très exceptionnellement cette année, nous n'allons pas tenir les rencontres en région que nous faisons tous les ans avec l'équipe. Nous allons rencontrer les adhérents et les prospects. Tout simplement que les mouvements sociaux cette année sont extrêmement gênants au mois de juin et qu'il nous a été quasi impossible d'organiser nos déplacements, aussi simplement que ça. Alors néanmoins, l'idée est quand même d'aller vers les entreprises et c'est le pourquoi de ce journal vidéo et c'est à travers ce média que nous allons nous exprimer cette année en 2018. Et là, cette année, vous avez décidé d'ouvrir le grand catalogue des services du DLR. Tout à fait. L'angle d'attaque cette année sera un petit peu différent par rapport aux années précédentes. C'est-à-dire qu'on va moins parler des dossiers de DLR que des services que DLR peut rendre aux entreprises. C'est de ça dont il va s'agir dans cette vidéo. Merci beaucoup Hervé. On vous retrouve en fin d'édition. À tout de suite. Premier service consacré à vous tous, les adhérents du DLR. C'est une plateforme pour les impayés. Vous travaillez sur les contrats, vous travaillez sur la relation client, et soudain, un impayé, que faire? Eh bien, la plateforme, d'abord, va vous donner des conseils, ensuite, elle va analyser le client. En réalité, il y a plusieurs services dans le service. C'est le constat du président de Codinf, Fabrice Pedro Rousselin. Il existe deux types de services fournis par cette plateforme. Tout d'abord, la prévention des impayés, et ensuite la récupération de ces impayés. Dans la prévention des impayés, cette plateforme permet de mutualiser les incidents que vous avez enregistrés et également que vos confrères ont enregistrés. Et c'est une plateforme qui requiert la participation de l'ensemble des adhérents de manière à ce qu'on puisse constituer la plus large base de mauvais payeurs et de débiteurs défaillants possibles. La deuxième partie du service, c'est-à-dire la récupération des impayés, est organisée de la manière suivante. Vous pouvez commander des relances à notre établissement, Codinf, et nous allons les envoyer à votre débiteur le jour même, avec une en-tête du DLR, de manière à ce que le débiteur reçoive un courrier de relance simple ou un courrier de mise en demeure. Vous avez plusieurs sortes de relances, de manière à lui signifier que la profession s'est organisée de manière à récupérer les encaissements plus rapidement et faire cesser les agissements des mauvais payeurs envers la profession que constituent les adhérents du DLR. Voilà pour le premier service. Imaginez à présent vos factures de gaz et d'électricité. Bien sûr, vous faites attention à votre consommation d'énergie, vous faites attention à ces factures, vous avez même sensibilisé tous vos collaborateurs sur la question. Imaginez à présent qu'un spécialiste s'empare de façon exhaustive et fastidieuse de chacune de vos factures et qu'il vous fasse même des propositions pour réduire encore le coût de votre consommation d'énergie. Eh bien, ce service existe, DLR vous le propose. Il s'agit d'un courtier en énergie. Nicolas de Crémière, c'est le directeur de développement d'Opéra Énergie. Opéra Énergie et DLR ont conclu un partenariat pour permettre aux adhérents de DLR
et puis au fur et à mesure SPMDG, ASIM, UFL, de pouvoir avoir à disposition toute l'expertise d'Opéra Énergie pour leur permettre d'obtenir et surtout de comparer les meilleures offres de fourniture d'énergie. Nous nous occupons de toutes les démarches qui va de obtenir les offres, les comparer, vous permettre de choisir en connaissance de cause la meilleure offre, obtenir les éléments contractuels, établir la signature, renvoyer les documents et établir avec vous le document de dénonciation de l'ancien contrat. Notre service est gratuit dans le sens où c'est le fournisseur que vous choisirez qui nous rémunérera. Il est sans engagement parce que lorsque nous établissons un comparatif, vous pouvez aussi ne pas choisir. Et pour l'instant, l'efficacité du courtier en énergie est plutôt intéressante puisqu'il diminue la facture globale entre 1 500 et 4 000 euros. Feuilletons à présent les services à la rubrique sociale. Ludivine Ledesma, vous êtes juriste affaires sociales. Il y a un certain nombre de questions récurrentes que vous posent les adhérents de DLR. Et sur le site DLR, il y a un certain nombre de notes. Bonjour à tous d'abord. Oui, en effet, au quotidien, nous recevons de nombreux appels et mails nous posant donc diverses questions sur le social et la gestion RH. Actuellement, l'un des sujets prépondérants étant la réforme du Code du travail qui a commencé en septembre 2017 et qui s'est finalisée il y a quelques semaines. Sur ce sujet, effectivement, de nombreuses notes sont sur le site DLR où on peut trouver toutes les informations concernant cette réforme. Au-delà, au quotidien, nous avons également des questions de gestion RH, notamment tout ce qui peut concerner les congés payés, la paie, le temps de travail. Également sur ces sujets, vous trouverez des notes. Et enfin, l'une de nos principales missions étant l'interprétation de la convention collective de la branche, nous avons sur le site internet le texte de la convention collective et évidemment les notes que nous avons faites sont en lien avec les règles applicables dans la branche. Il y a un service très peu connu qui fait partie de la rubrique sociale et qui sont tous les accompagnements, je dirais presque les formations sur mesure que vous mettez en place. Oui, en fait, alors sur la question des formations, nous avons des formations préétablies. Par exemple, cette année, 2 types de formations ont été faites. La première relative également à la réforme du travail, les ordonnances du Code du travail, les ordonnances Macron. Et la seconde qui s'est terminée la semaine dernière sur le règlement général sur la protection des données personnelles. À côté de cela, de ces formations préétablies, nous avons également des formations à la carte, on va dire, ou des accompagnements selon les besoins des entreprises. Toutes les entreprises peuvent nous appeler et nous demander de traiter de tel ou tel sujet. Ça peut aller de l'aménagement du temps de travail aux élections professionnelles en passant par la convention collective. Ludivine Ledesma, merci beaucoup. Voilà l'ensemble des services proposés par DLR à la rubrique Affaires sociales. Parmi les services que propose également DLR, vous trouverez le service achat, des tarifs négociés, des prix avantageux et déjà une vingtaine de fournisseurs référencés. DLR vient de lancer un nouveau service, le service achat DLR. Il permet aux entreprises de faire des économies sur différentes catégories d'achats. Nous avons mis en place un catalogue avec les équipements de bureau, la maintenance et les entretiens des locaux, la fourniture d'ateliers, la gestion RH, les voyages et déplacements et l'organisation d'événements. Il permet en moyenne aux entreprises d'effectuer 27% d'économies sur l'ensemble de leurs services généraux. Julie Duval, vous êtes responsable maintenance, sécurité, qualité, environnement, transport. Il y a un service tout à fait particulier que DLR propose à ses adhérents, c'est la cotation du chariot d'occasion. Oui, le site arguschariot.com est un site qui permet d'obtenir gratuitement et en moins d'1 minute la valeur de reprise d'un chariot d'occasion. C'est une base vraiment complète qui comprend à peu près 100 000 valeurs, enfin plus de 100 000 valeurs, sur lesquelles on retrouve des chariots de plus de 10 marques, de 1 à 10 ans, et de différents modèles. Et j'imagine que cette cotation est d'autant plus légitime, d'autant plus précise qu'un nombre important d'adhérents y participent. Oui, c'est exact. En fait, pour obtenir les valeurs qui sont sur le site, on fait appel 1 fois par an aux professionnels du secteur.
pour avoir leur vision du marché. En fonction de celle-ci, on enclenche un savant calcul qui va nous permettre d'avoir la valeur de reprise. C'est un site qui est fait par les adhérents de DLR pour les adhérents de DLR. C'est pourquoi j'insiste sur le fait que j'ai vraiment besoin de leur participation pour nous permettre d'enrichir le site. On a fait ça de façon à ce que ce soit rapide, une seule fois par an, et on a mis vraiment tous les outils en place pour leur permettre de le faire de la façon la moins chronophage possible. Pour mettre en place le label, vous avez travaillé seul ou vous avez été accompagné? On a été accompagné par la société JPAO, M. Guylaine Rémy. En fait, il y a 3 volets. Il y a un volet administratif, un volet technique et un volet comportemental. Julie, DLR a mis en place un label. Comment est-il possible que le DLR puisse aider les entreprises pour accéder à ce label? En fait, notre label SE+, est basé sur plus de 150 exigences qui concernent la sécurité et l'environnement. Dit comme ça, je sais très bien que pour les entreprises, ça peut leur faire peur et paraître très laborieux. Ce qu'on me propose, c'est que je me déplace dans l'entreprise et que, en me basant sur le référentiel, je regarde ce qui existe déjà, parce qu'il y a forcément des points forts, ce qui est juste à améliorer et les choses qui sont à créer. En fait, c'est vraiment un décodage que je fais directement en entreprise dans ce diagnostic. Y a-t-il d'autres interventions que vous réalisez également en entreprise? Oui, je peux me déplacer en entreprise pour effectuer l'évaluation des risques, ce qu'on appelle aussi le document unique. En ce moment, DLR est en train de mettre en place un outil informatique pour que les entreprises puissent le faire elles-mêmes. Mais en attendant que celui-ci soit disponible, moi aussi, je me déplace dans l'entreprise. On regarde ensemble avec le responsable technique les risques qui existent, quels sont les moyens de prévention qui existent, ce qu'on peut faire pour obtenir des axes d'amélioration. Merci beaucoup, Julie. Je me tourne vers Nicolas Bouzou. Vous êtes resté pendant toute cette période avec nous en direct depuis le Pullman Paris-Bercy. Est-ce bien dans les attributions aujourd'hui d'une fédération d'entrepreneurs de développer autant de services? Ces tendances, ça se fait pour préparer le futur des entreprises et des adhérents? Ah oui, absolument. Je pense que le rôle des organisations professionnelles est en train de changer. C'est très intéressant d'ailleurs quand on regarde l'histoire des organisations professionnelles, on voit qu'elles ont été créées plutôt pour des raisons corporatistes, c'est-à-dire pour défendre un secteur, y compris parfois d'ailleurs avec des moyens qui moi en tant qu'économiste ne me plaisent pas forcément, c'est-à-dire aller voir le gouvernement pour demander des protections. Ça, je pense que c'est un peu fini. C'est fini parce que du point de vue idéologique, je dirais, c'est moins à la mode, mais c'est fini aussi parce qu'on est aujourd'hui dans une période de mutation technologique et économique, une période vraiment de transformation des secteurs et des entreprises qui oblige les organisations professionnelles à accompagner, à aider les entreprises dans le cadre de cette mutation, plutôt qu'à les conduire à faire acte de présence dans les cabinets ministériels pour demander des protections ou des exemptions fiscales. C'est vraiment ça, hein. Une organisation professionnelle moderne, pour moi, c'est celle qui va être capable, au fond, de faire ce que ses adhérents n'ont pas toujours le temps de faire, c'est-à-dire de la prospective, de l'anticipation, que sera mon secteur à l'horizon de 10 ans, 20 ans, et comment j'aide les entreprises qui sont mes adhérents, comment est-ce que je les aide à se réorganiser, à trouver du capital humain, à trouver des compétences, trouver de l'argent, et éventuellement investir. Voilà. Comment est-ce que je les aide à définir une stratégie et comment est-ce que je peux les accompagner dans la mobilisation des moyens nécessaires pour mettre en œuvre cette stratégie. DLR propose également un certain nombre de formations qui sont liées à vos besoins. N'hésitez donc pas à faire remonter les thèmes qui vous intéressent. Ce sont des formations qui ne sont pas liées au matériel, mais qui sont liées au métier de responsable d'entreprise. Par exemple, le SAV et sa rentabilité. Peut-on avoir une formation? C'était une question posée par un adhérent. La formation a été montée, elle a été proposée aux adhérents. L'avis du formateur, c'est un intervenant extérieur, Laurent Mella. La question aujourd'hui est de l'aborder totalement différemment et de penser service après-vente comme service associé à mes équipements. Alors j'ai introduit le terme de SABE, service associé au bien d'équipement, dans cette idée-là. De dire en fait, il ne s'agit plus de penser service technique, mais il s'agit de penser tous les services que je peux coller à mon équipement de manière à apporter de la valeur ajoutée aux clients utilisateurs finaux. Quand on regarde le marché, on s'aperçoit, quelles que soient les industries, que la pression sur les marges est très importante. On s'aperçoit que les coûts pour vente sont plus élevés. On s'aperçoit que la complexité augmente de manière très exponentielle. Donc, on a un espace aujourd'hui à jouer qui est de développer des services à valeur ajoutée autour des équipements pour pouvoir mieux les vendre, fidéliser les clients, créer de la valeur in fine et donc de la marge. La technologie
permet notamment, quand on équipe ces équipements de capteurs, d'éléments pour capter l'information sur la façon dont les équipements sont exploités, les fonctionnalités qui sont utilisées par les clients, tout ceci, ça nous permet d'avoir de l'information sur l'usage. Cet usage, c'est le moyen d'aller créer de l'innovation de service. Puisque, si je comprends les usages de mes clients, je vais pouvoir accrocher des services, développer du service qui vont répondre à ces usages. Et donc, je vais pouvoir les valoriser. Florence Dupont, bonjour. Bonjour Thierry. Vous êtes déléguée générale adjointe DLR. Dites-moi, finalement, ce sont les adhérents qui font le catalogue des formations? Tout à fait, puisque les formations que va proposer la fédération sont des formations qui vont répondre soit à des besoins exprimés par les adhérents, soit à des évolutions, soit à des propositions de temps en temps, mais des évolutions législatives, par exemple, tout dernièrement, le RGPD, pour lequel Ludivine a pu proposer un certain nombre de sessions de formation. Et puis les jeunes font également partie de vos attributions, et là-dessus, sur les jeunes aussi, vous innovez. Un nouveau service va être mis en place sur le site 3e TPM, qui est le site de présentation des métiers et des formations de la maintenance des matériels de construction et de manutention. C'est un espace qui va s'appeler Espace Pro et Enseignant, et donc sur lequel les entreprises pourront déposer le matériel qu'elles ont. Alors ça peut être un matériel entier, pourquoi pas, mais plus probablement des composants qui ne lui sont plus utiles et qui par contre pourraient être utiles pour les enseignants pour former les jeunes. Donc ça c'est une première possibilité. Et il y aura également sur cet espace la possibilité de déposer des stages, c'est-à-dire que lorsqu'une entreprise par exemple fait venir un spécialiste de l'hydraulique pour pouvoir former ses techniciens, elle peut également accueillir 1 ou 2 enseignants de la région pour pouvoir compléter le groupe et permettre également qu'ils bénéficient de cette formation complémentaire. Voilà. Donc tout ça, ça permet de faciliter la mise en relation et donc ça fait aussi partie de nos attributions. Merci beaucoup Florence. Nicolas Bouzou, voici ainsi dressé le panorama à la fois des formations mais également des services que DLR propose à ses adhérents. Dites-nous, quel est le contexte national économique qui va présider à toutes ces formations et à tous ces services? Oui, bon, il faut voir d'où on vient. Hein. On a passé, si je schématise un peu, 10 années assez difficiles, d'ailleurs, surtout dans vos secteurs. Mais il y a très clairement, depuis l'année dernière, une reprise économique qui est relativement forte au niveau mondial, au niveau européen, au niveau français. Cette année, l'économie française aura une croissance de l'ordre de 2%, peut-être un tout petit peu moins. Ce n'est pas énorme, c'est vrai qu'on a eu un petit ralentissement au début d'année, mais ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus. Je pense globalement, sans faire de prosélytisme, que depuis un an, on a mis en place un certain nombre de réformes qui vont quand même plutôt dans le bon sens. Après, on peut toujours trouver que ça devrait aller plus loin, que les réformes ne sont pas assez radicales, mais enfin bon, elles ont au moins le mérite d'exister, et donc tant sur les questions fiscales que sur les questions de marché du travail, on a quand même plutôt quelque chose qui, me semble-t-il, va dans le sens du renforcement de notre croissance. Donc je suis relativement optimiste à court terme. On voit que les entreprises investissent beaucoup, alors ça c'est très intéressant parce que c'est ça le nerf de la guerre et c'est ça ce qui fabrique la croissance de demain. Après, moi je pense que les questions conjoncturelles sont très importantes. Oui, il y a une reprise. Bon, il y a 1000 choses, il y a 1000 épées de Damoclès qui pèsent dessus, mais en tout cas il y a une reprise. Mais ça ne doit pas masquer le plus important, et c'est la conversation au fond que nous avions tout à l'heure quand on parlait du rôle d'une organisation professionnelle au XXIe siècle, c'est vraiment la transformation de l'économie et des entreprises. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la problématique conjoncturelle d'un côté, bien sûr, il faut en parler, c'est légitime, et la problématique structurelle qui, à mon avis, est la plus importante. J'imagine, Nicolas, que si maintenant on se lance dans un grand tour économique des régions de France, oui, on va observer un certain nombre de disparités. Nous partons tout d'abord en Bretagne, très très belle région. Oui, alors déjà Thierry, si vous me permettez, merci de me poser cette question sur les régions, parce que ce que l'on voit dans tous les pays développés, au fond, c'est que les économies territoriales s'écartent de plus en plus de la moyenne nationale. C'est-à-dire qu'il y a une vraie pertinence à faire des choses sur les régions, parce qu'en effet, entre les Hauts-de-France, la Bretagne, Grand Est et la Corse, les situations économiques sont non seulement différentes, ça c'est pas nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est qu'elles sont de plus en plus différentes. Voici l'analyse économique de l'Ouest de la Bretagne par son président Jean-Louis Lécluse. L'activité dans la région Ouest a été marquée quand même en ce début d'année par la décision du gouvernement d'arrêter l'aéroport de Nantes Atlantique,
donc qui était une grosse infrastructure dans laquelle on croyait depuis quelques années. Aujourd'hui, les choix politiques ont été différents et donc ce chantier n'étant plus là, on est plus recentré sur des petits chantiers au niveau du BTP et des activités de BTP sur des petits chantiers urbains, plus que des grandes infrastructures de liaison ou autres grandes routes, donc qu'on n'a plus en ce moment, semble-t-il. La LGV entre Paris et Rennes est terminée. Rennes se développe beaucoup parce que le rapprochement avec Paris fait qu'il y a un certain nombre d'implantations qui se font. Nantes un peu moins concernée par ce type d'implantation, mais néanmoins avec une activité très, très soutenue, très intense, mais dans laquelle l'activité, le grand aéroport de l'Ouest n'est plus là. Et aussi une attraction du Grand Paris pour nos entreprises du BTP. Nos entreprises du BTP, le Grand Paris a besoin de tellement de ressources que même les entreprises régionales de construction, les petites entreprises régionales trouvent leur place ou des sous-traitances au niveau de ces chantiers-là, et du coup, nos entreprises du matériel, elles aussi, peuvent trouver leur place. Nicolas, deuxième région, la Normandie, le Nord. Oui, alors Normandie, c'est très intéressant parce qu'on a vraiment une région qui est en reprise économique, alors qu'elle avait vraiment souffert plus que la Bretagne, parce que c'est traditionnellement une région industrielle. Cette région industrielle, pardonnez-moi d'enfoncer une porte ouverte, elle avait subi la désindustrialisation. Moi je pense que cette désindustrialisation aujourd'hui elle est terminée. Alors malheureusement il n'y a plus beaucoup d'industrie, on a beaucoup perdu, mais enfin bon, le mal est fait et donc le meilleur reste à venir. Et on le voit dans les chiffres conjoncturels, notamment de la Normandie, qui sont des chiffres vraiment plutôt encourageants, avec peut-être une petite problématique, alors qu'on retrouve partout en France, mais qui est très accentuée en Normandie, c'est celle de la transmission des entreprises. Il est dommage d'avoir une reprise économique et puis des entreprises qui parfois, ce qui est fou d'ailleurs quand on y pense, mais qui parfois ferment parce qu'il n'y a pas de repreneurs. Et nous restons toujours dans le Nord, mais plutôt vers l'Est maintenant. Y a-t-il là-bas encore une analyse tout à fait particulière que l'on peut faire? Nord et Est, alors finalement on est dans une situation qui est peut-être pas si différente que ça de celle de la Normandie, c'est-à-dire des régions qui avaient beaucoup souffert. Prenez on va prendre la Franche-Comté par exemple, alors qui est depuis longtemps spécialisée sur les industries de transport et en particulier sur l'automobile. Elle avait énormément souffert. Aujourd'hui, ce sont des secteurs, transport automobile, qui sont en très forte reprise. Donc oui, la situation s'arrange avec des difficultés à trouver de la main-d'œuvre. Alors ça, je pourrais le dire de partout en France, mais évidemment, dans le Nord et dans le Grand Est, c'est particulièrement frappant parce qu'il y a plus de chômage que la moyenne nationale. Et malgré ça, on voit qu'on a des problèmes de formation, des problèmes de mobilité, des problèmes aussi, à mon avis, d'indemnisation chômage pas très bien fait, un peu trop généreux, pour le dire clairement, qui n'incitent pas les gens à aller toujours travailler. Et donc ça, c'est un vrai sujet. Parce qu'on est face à des régions qui ont beaucoup souffert et ce serait vraiment dommage que leur reprise, que leur croissance s'arrête parce qu'elles ne trouvent pas de personnes à recruter alors même qu'il y a beaucoup de chômage. Nicolas, la région centre-est, autrement dit Auvergne-Rhône-Alpes. Alors là, on est dans une région qui est extrêmement dynamique, qui là aussi fait partie des régions stars de l'économie française, en particulier la partie Rhône-Alpes et cet axe Lyon-Grenoble, qui est l'un des axes les plus dynamiques et les plus attractifs en Europe. Pas seulement en France, mais en Europe, notamment dans des secteurs qui sont des secteurs extrêmement nouveaux. Je pense aux nanotechnologies, à la robotique, ou mieux d'ailleurs à la convergence de la robotique et des nanotechnologies. C'est fou d'ailleurs, moi ça me fascine, mais quand on se promène dans Grenoble la semaine, on croise 50, 100 nationalités. Beaucoup d'Asiatiques notamment, c'est vraiment formidable, ça veut dire qu'en France on peut faire des choses extrêmement intéressantes. Alors là encore, juste une petite réserve, un peu la même que lorsque je parlais du Sud-Ouest, on a un phénomène de croissance qui est quand même très tiré par le phénomène métropolitain. C'est-à-dire que Lyon-Grenoble, évidemment ça fonctionne formidablement bien. Après, il y a des endroits qui sont des endroits au fond qui sont un peu aspirés en quelque sorte par la métropole. Ça, c'est vraiment une donne à avoir toujours en tête, surtout dans vos secteurs aujourd'hui. Bien comprendre qu'on est dans une croissance qui fabrique de la métropolisation. Ça veut dire que la croissance économique, elle est de plus en plus
concentrés dans des grandes villes et parfois au détriment des villes, même souvent d'ailleurs au détriment des villes moyennes et de la ruralité. On passe dans le sud avec la région sud-est. Oui, je suis très optimiste pour cette région parce qu'on a vraiment la capacité de mettre en place des métropoles qui sont attractives du point de vue économique et résidentiel. Et c'est notamment le cas de la métropole Marseille-Aix, notamment Marseille, qui est une ville qui s'est considérablement transformée ces dernières années, qui est une ville très attractive du point de vue économique. D'ailleurs, on voit beaucoup de start-up, notamment dans le domaine médical. Et Marseille, c'est une ville qui me fait un peu penser, je mets le climat de côté, aux villes du nord de l'Angleterre, c'est-à-dire ville portuaire, ville très mélangée, avec un état d'esprit extrêmement entrepreneurial. Et je dis ça, tout le monde ne le sait peut-être pas, mais les villes du nord de l'Angleterre aujourd'hui, Liverpool, Manchester, ce sont des villes incroyablement dynamiques. Ce sont des villes qui créent énormément d'emplois, il y a beaucoup d'innovation. Et je pense que les grandes villes du Sud, et je pense en particulier à Marseille, peuvent vraiment suivre cette trajectoire. Et je crois vraiment beaucoup dans l'avenir de cette région. On part dans le sud-ouest, Nicolas. Oui, alors, le sud-ouest, ça a toujours été la région star de l'économie française parce qu'il y a des services, il y a du tourisme, il y a de l'agriculture et il y a de l'industrie. Bien évidemment, et quand vous regardez la situation de villes comme Bordeaux et Toulouse, on a des croissances qui sont importantes, qui sont presque trop importantes d'ailleurs, parce que quand on regarde une ville comme Bordeaux, elle fonctionne tellement bien, elle est tellement attractive économiquement et puis aussi du point de vue résidentiel, que les infrastructures n'arrivent pas du tout à suivre, ce qui d'ailleurs à mon avis peut être une bonne nouvelle pour vous, parce que ça veut dire que dans les travaux publics, il y a des choses à faire, mais c'est vrai qu'à court terme, on voit bien que ce manque d'infrastructures, il peut aussi un peu bloquer le mouvement de croissance. Alors dans le sud-ouest, un petit mot quand même, parce que c'est vrai que j'en trace un portrait qui est idyllique, c'est aussi une région dans laquelle il y a beaucoup d'écarts de croissance à l'intérieur même des régions, voire des départements. Il y a un phénomène de métropolisation qui est extrêmement fort. Bordeaux, Toulouse, formidable. 50 km de Toulouse, parfois la situation est un petit peu plus compliquée parce que il y a des secteurs de l'agroalimentaire qui ont pu, de l'agriculture surtout d'ailleurs, qui ont pu beaucoup souffrir. Il y a aussi des usines qui ont pu fermer. Donc attention à ces écarts vraiment entre les départements et même parfois à l'intérieur d'un département. Voilà pour le diagnostic économique de votre région à travers les déclarations de vos présidentes ou présidents et également l'analyse de Nicolas Bouzou. Hervé, vous aviez promis d'être avec nous dans cette fin d'édition pour évoquer tout d'abord la représentativité de DLR. Oui, alors gros sujet. Depuis 2 ans maintenant, la loi oblige les organisations professionnelles, syndicales et patronales de démontrer qu'elles sont représentatives des secteurs qu'elles prétendent représenter. Alors sans rentrer dans les détails techniques, on va compter le nombre d'adhérents. Donc le calcul est très simple, plus il y a d'adhérents, plus la fédération DLR est représentative vis-à-vis de l'État français, et plus notre avenir se portera mieux. Donc le message que l'on a porté d'ailleurs à notre dernière Assemblée Générale, c'est de dire « soyez présents, il faut être sur le pont », comme vous dites souvent Thierry. Et deuxième message, vous connaissez sûrement des confrères à vous en région qui ne sont pas encore dans leur fédération. Allez les chercher. Nous avons besoin de tout le monde pour être reconnus par l'État. Et puis d'autre part, on va feuilleter aussi l'agenda de DLR. 3 événements importants d'ici cette fin d'année. En novembre, la 2e réunion annuelle du club DLRH, le point sur les affaires sociales, une 40aine de participants tous les ans, animés par l'équipe Affaires sociales. En décembre, la journée annuelle des métiers. 250 chefs d'entreprise qui se réunissent pour parler des problématiques métiers cette fois-ci, le 4 décembre au pavillon Dauphine à Paris. Et enfin en mars 2019, le 21 et 22 mars à Nancy, le congrès annuel DLR. Voilà Thierry. Merci beaucoup. 3 rendez-vous. Fin de cette édition. Bonne journée à tous.